Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Doyen de la Faculté, de m'accueillir ici dans cette université. Je suis impressionné positivement, même si ce n'est pas le seul lieu en France, par le travail citoyen d'éducation qui est fait, y compris avec l'université Interage. Merci à mes camarades et amis d'avoir organisé patiemment, avec le soutien de beaucoup de camarades militants, cette réunion. Tu disais, Hervé, ou Benoît, excusez-moi, je commence à être fatigué, l'un de vous deux, qu'on abordait ce moment avec beaucoup de gravité, avec ce qui s'est passé le 7 janvier, et des raisons d'espérer. C'est exactement ce que je pense aussi, et ce que d'une autre manière m'a mené à dire Robert Badinter, que Hervé tu citais tout à l'heure. Alors je vais commencer par vous présenter brièvement, prêt bien sûr à répondre à vos questions, ce qu'est l'Observatoire de la laïcité. Puis je voudrais vous parler d'un préalable, avant qu'on parle de la laïcité, de ce qui va pas, ce qu'on peut faire, de l'état de la société dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle se situe par conséquent la laïcité, puis, dans un troisième point, de l'état de la laïcité, puis de ce qu'est, au vu de tout ça, la laïcité, comment la définir, comment la faire vivre, et enfin, de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. L'Observatoire de la laïcité est un organisme indépendant, placé auprès du Premier ministre, et comme beaucoup de commissions indépendantes, pour des raisons administratives de logistique, qui n'a pas de budget propre. Vous m'entendez? Oui, je voyais un geste d'interrogation. Qui n'a pas de budget propre, dont les responsables sont un président bénévole, un rapporteur général, une chargée de mission et une assistante. Nous sommes 23 membres qui ont tous des responsabilités autres, mais je crois pouvoir dire qu'ils travaillent beaucoup, avec une réunion au rythme de plutôt une par semaine, de 3 ou 4 heures. 23 membres divers dans leurs origines, leur manière de concevoir la laïcité, c'est ce qui nous enrichit. Il y a des parlementaires, nous sommes un organisme transpartisan, 2 hommes, 2 femmes, 2 majorités, 2 oppositions, 2 députés, 2 Sénats. Nous avons les représentants à des niveaux élevés des ministères qui sont les principaux concernés par la laïcité, bien sûr, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale et les autres. Et nous avons essentiellement des personnalités qualifiées. Une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, une anthropologue, inspecteur de l'éducation nationale, écrivain, sociologue, philosophe, juriste. Notre travail, comme notre nom l'indique, consiste à observer, à essayer de décrire la réalité, mais surtout à dire ce qu'il faudrait faire. Le gouvernement nous pose des questions. Il doit d'ailleurs, d'après notre texte constitutif, nous consulter sur tout texte de loi, de règlement pouvant avoir une influence sur la laïcité, et nous nous saisissons des problèmes dont nous voulons nous saisir. Parmi les avis que nous avons rendus, je veux en citer quelques-uns, sans être trop long. Notre site est évidemment ouvert à tous et nous publions l'essentiel de nos travaux sur Internet par un souci de transparence, la seule réserve étant certaines auditions où les gens que nous auditionnons souhaitent nous dire des choses, mais pas forcément qu'elles soient diffusées. Donc d'abord, nous avons conscience comme ayant un rôle citoyen, avant de donner des avis aux responsables politiques, parlementaires et exécutifs. Un de nos premiers avis, nous l'avons appelé rappel à la loi, car il nous semblait très important dans ce moment où on commençait déjà à beaucoup s'interroger sur la laïcité, à dire ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas. À rappeler le cadre de la loi qui, loi 205 et les lois qui l'ont suivi, est finalement plus précis qu'on ne le pense parfois pour répondre aux situations que nous connaissons. Un autre avis important a été, nous avons appelé d'abord une charte interne, et puis trouvant le terme un peu prétentieux, nous avons transformé ça en principe d'orientation, note d'orientation. Au fond, nous avions besoin, au bout déjà d'à peu près 1 an de travaux, de nous dire, mais au fond pour nous, dans notre diversité,
membres de l'Observatoire qu'est-ce que c'est la laïcité et qu'est-ce que c'est la manière de répondre aux défis et aux problèmes. Ça nous a pris beaucoup de temps. Nous avons mis un certain temps à nous mettre d'accord. Mais nous avons fait un texte qui, je crois, peut être utile, en tout cas qui ne prétend pas donner des leçons, mais qui dit l'état des lieux de notre propre cheminement. Et puis, nous avons publié 3 guides, parce qu'une de nos convictions, qui s'est très vite imposée, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la laïcité, y compris des gens qui devraient le savoir, qu'il y a énormément d'incertitudes, d'ignorance et de difficultés qui naissent du fait que les gens, face à des demandes pour une part nouvelle, pour une part plus agressive, sont perdus. Qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse des fonctionnaires, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des syndicalistes, qu'il s'agisse des managers ou des responsables ou des animateurs socio-éducatifs. Notre premier guide s'appelle « Guide de la laïcité dans les collectivités locales ». Il a été publié assez largement avant les élections municipales, de façon à ne pas interférer avec celles-ci. Il s'adresse à la fois aux agents des collectivités locales, aux élus ou aux candidats aux élections locales. Notre deuxième guide, que nous avons travaillé en liaison avec le Conseil économique, social et environnemental, s'appelle « La gestion du fait religieux en entreprise ». Il ne vous échappe pas que le titre n'est pas le même, parce que si la laïcité est un principe universel qui régit notre vie publique, politique, la laïcité ne s'applique pas au même sens et de la même manière dans l'entreprise, d'où le terme « la gestion du fait religieux ». Puis un troisième guide sur les structures socio-éducatives. Nous avons aussi, juste le lendemain de la marche républicaine, le lundi 12 janvier, publié un certain nombre de recommandations qui reprenaient pour une part importante des travaux que nous avions déjà faits, mais qui voulaient souligner l'urgence de certaines décisions au regard des leçons qu'on pouvait tirer à la fois des attentats et de la marche républicaine. J'y reviendrai tout à l'heure dans qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'un certain nombre de ces préconisations, recommandations ont été reprises, et je m'en réjouis, par la ministre de l'Éducation nationale et par le Premier ministre. Voilà une brève présentation de notre observatoire. Si j'ai dit ensuite que je voulais parler de l'état de la société, c'est parce que, de même que l'école ne peut pas tout, la laïcité ne peut pas tout, et qu'on a une tendance, peut-être accrue, après les événements du début janvier, de parler de laïcité, tant mieux d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais autant parlé. Il est des structures, je pèse mes mots parce que je ne veux pas commettre d'erreurs diplomatiques, à qui nous avons demandé une fois, 2 fois, 3 fois, dans les 2 années précédentes, est-ce que vous avez des problèmes? À qui nous avons envoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois certains de nos guides, et qui nous ont tout juste accusé de réception, mais qui maintenant se mobilisent, tant mieux. Pour autant, ce serait une énorme erreur que de croire qu'il suffit de parler de laïcité de République, même s'il le faut, même si c'est important, pour résoudre tous les problèmes. Je m'explique. Ce qui me paraît caractériser la société française d'aujourd'hui, c'est d'abord que nous sommes une société de défiance, dans une proportion terrible. Défiance, bien sûr, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis même des médias, mais surtout défiance des uns par rapport aux autres. À la question qui a été posée à 2 reprises dans un sondage récent, puis dans un sondage qui date d'1 an, mais la réponse est à peu près la même, la question était, est-ce que vous pensez qu'on peut généralement faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Le résultat m'a atterré, il a été confirmé 2 ans de suite, 22% pensent qu'on peut faire confiance généralement à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous posez la même question en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Finlande, le pourcentage est presque inversé. Deuxième caractéristique de notre société, de nos sociétés d'ailleurs, au-delà même de la France, c'est le fait qu'il y a une perte de sens, une perte de repères, une perte de la notion d'autorité et un affaiblissement terrible des idéologies. C'est dans ce contexte-là, à quoi s'ajoute le chômage de masse et les problèmes de pouvoir d'achat, que se situent les problèmes de laïcité. Mais il faut bien voir que si nous ne réglons pas les traits de ce que Manuel Valls a appelé par un mot contesté, mais qui a obligé un débat, il appelait ça l'apartheid. On peut dire autrement, ségrégation, discrimination,
échec d'intégration, certains échecs, je reviens dans un instant, ghetto, urbain, si nous ne réussissons pas, si nous n'y sommes pas arrivés à régler ces problèmes, le discours sur la laïcité et les actions pour la laïcité demeureront pour une part. Enfin, c'est ce que disait déjà la commission Stasi en 2004, qui a été réunie pour proposer une solution à cette fameuse affaire du voile, par laquelle, j'allais dire, tout a commencé, 1989, Créteil, une jeune fille voilée, une expulsion, long débat, long cheminement, et commission Stasi aboutissant à la loi de 2004, qui proscrit les signes religieux ostensibles, c'est-à-dire qui se voient, et non plus ostentatoires, qui étaient parfois difficiles à apprécier, pour les élèves dans l'école publique, école, collège, lycée. La commission Stasi disait quelque chose qu'on a un peu oublié depuis: il faut expliquer, il faut promouvoir la laïcité, parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est, et c'était déjà vrai à cette époque, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais la laïcité ne sera vraiment légitime que si, en même temps, est poursuivie une politique active de lutte contre les discriminations et pour l'égalité réelle des chances. C'est exactement ce constat que je fais et que nous faisons encore aujourd'hui. Pour autant, ce que je dis là, je crois, est assez largement partagé. Il ne faut pas en tirer un pessimisme excessif. D'abord sur l'intégration. Les experts, les chercheurs, les politiques, les spécialistes divergent sur l'état des lieux de l'intégration en France. Ce qui ne va pas être assez évident. Je voudrais parler un tout petit peu, de manière, je crois, objective, de la bouteille à moitié pleine. On n'a pas de statistiques ethniques dans ce pays. C'est un débat, encore un récent rapport du Sénat, qui ont été partagés sur faut-il ou non de statistiques ethniques. Je dis ça sans me prononcer là-dessus, mais pour expliquer qu'on n'a pas de données. Donc, sur ce qu'on appelle les mariages mixtes, c'est-à-dire un mariage entre un Français né en France ou venu en France très tôt, enfant d'immigrés, et un Français né en France de parents français, la proportion est considérable. Suivant les évaluations, 30, 40, 50, 60%. La même proportion en Angleterre, avec une population principalement d'origine indienne et pakistanaise parmi les immigrés, est de 3 à 4%. La même proportion en Allemagne, avec les Turcs, est de 3 à 4%. Premier élément qu'il faut avoir en tête. Deuxième élément, quand vous avez des conflits dans les cités, dans les banlieues, c'est bien souvent des conflits géographiques. Telle cité contre telle autre, tel bloc contre tel autre, plus souvent que des conflits ethniques ou religieux. Troisièmement, il y a un facteur d'intégration et en même temps parfois de début de réussite économique et sociale qui est la musique, où les jeunes fabriquent une musique syncrétique qui marie des cultures et des traditions différentes, y compris non françaises, et qui pour certains d'entre eux leur permet de trouver un début d'avenir professionnel. Donc je voulais dire ça pour qu'on ne sombre pas dans le pessimisme, d'autant que il y a dans notre pays, dans beaucoup de domaines, je le constate tous les jours dans mes responsabilités actuelles, et je le constatais avant comme élu à la fois local et national, énormément de gens qui font énormément de choses intéressantes. Et on ne le sait pas assez, et on ne parle pas assez. Des gens que Christian Sauter appelle les entreprenants, pas les entrepreneurs, les entreprenants, qui peuvent être dans une association, dans une collectivité locale ou dans une entreprise. Et notamment chez les jeunes. Et notamment dans les technologies nouvelles, les objets connectés, une partie de la production audiovisuelle, mais aussi des équipes de solidarité, des initiatives, j'en avais un exemple tout à l'heure au collège, d'enseignants et d'élèves qui, à partir de ce qui s'est passé le 7 janvier et le 11 janvier, ont fait un travail formidable, créatif, imaginatif. Donc c'est là-dessus qu'il faudra s'appuyer. Troisième point, l'état de la laïcité. C'est un point sur lequel il y a des avis divergents et des impressions, des analyses paradoxales. Je m'explique. Avant même cette période récente, y compris le très grave à mes yeux refus de faire la minute de silence, on avait déjà dans la presse depuis des années des événements très médiatisés, provoquant de vifs débats, donnant le sentiment que la laïcité était en crise, en tout cas contestée de partout, ou qu'on ne savait pas trop comment la faire respecter et comment l'appliquer. La réalité telle que nous avons pu nous l'observer sans avoir de statistiques mesurables conduit à penser que les problèmes
rencontrés dans l'application de la laïcité sont moins nombreux, nettement moins nombreux que l'impression qu'on pourrait avoir en voyant des discussions réelles, ou en voyant ce que dit la presse. Je détaille. Nous avons fait ça déjà 2 fois, dont l'une dès notre installation. Nous demandons à l'Éducation nationale, institutionnellement et aux membres qui la connaissent bien de l'intérieur, quel est le bilan de l'application de la loi de 2004, dont je parlais tout à l'heure, loi proscrivant les signes religieux ostensibles à l'école publique. Réponse. Depuis peut-être 2005-2006, les statistiques n'étaient pas fiables, depuis très longtemps, pas un seul contentieux. Deuxièmement, une trentaine de difficultés recensées par an qui se règlent généralement par le dialogue. Alors, bien entendu, sans mettre en cause l'honnêteté des chiffres, on a du mal à le croire. Mais il y a sûrement plus de cas que ça, qui ne remontent pas, parce qu'on ne veut pas d'ennui, où on doit avoir une application peut-être laxiste de cette règle. Probablement. Mais pas au point que ça fausse le sens général, qui est qu'il y a peu de cas et peu de problèmes, et beaucoup qui se résolvent par le dialogue. Deuxième question que nous avons posée pour les entreprises. Ce que nous avons constaté avec le Conseil économique et social, environnemental, dans sa diversité associative, syndicale, patronale, c'est que évidemment dans l'entreprise d'aujourd'hui les problèmes sont bien différents. Ils sont la survie de l'entreprise, ils sont l'emploi, ils sont le chômage, ils sont le dialogue social, ils sont la compétition mondiale. Et même s'il y a des questions évidemment touchant à la laïcité, elles viennent bien après dans la vie de l'entreprise. Et ce qui nous a frappé, ça vaut aussi ailleurs, mais peut-être plus dans l'entreprise qu'ailleurs, aussi bien le Conseil économique et social que nous, c'est que les gens sont perdus. Qu'est-ce que je dois faire, moi syndicaliste, qu'est-ce que je dois dire, moi patron, est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non à telle ou telle demande, la crainte d'être dans une position qui porte atteinte à la laïcité ou la crainte d'être intolérant. Et je reviendrai tout à l'heure sur les questions précises qui se posent et les réponses qui nous semblent qu'on peut apporter. Les hôpitaux. Je ne sais pas à quand cela remonte, dans ma connaissance, à quelques années seulement, je n'avais pas entendu parler avant, ça existait sans doute, les refus de soins, plutôt refus qu'une femme de religion ou de culture musulmane soit soignée par un homme à l'hôpital. Là aussi, c'est des choses qui se sont parfois passées de manière violente, agressive, avec des personnels, que ce soit les personnels d'accueil, les infirmiers ou les médecins désarmés. Donc 2 années de suite, la direction des hôpitaux nous dit finalement c'est en régression, ça diminue. Nous interrogeons l'hospitalisation privée. Finalement c'est en régression, ça diminue. Autant je peux comprendre, imaginez que dans l'éducation nationale, y compris sur les remontées de refus de minutes de silence, on est plutôt tamisé. Autant je ne vois pas quel est l'intérêt d'un soignant, d'un syndicaliste hospitalier, d'un personnel de dire tout va très bien, madame la marquise, il a besoin d'être protégé et d'avoir des réponses. Je précise que la réponse, elle est, comme assez souvent finalement, pas si compliquée que cela. Quel est le droit et quel est le sens de la laïcité? Le droit, c'est en effet la liberté du choix du soignant, du médecin par le malade. C'est un principe de notre système de santé, qui, par parenthèse, peut connaître certains excès en médecine libérale, mais c'est un autre sujet. Donc, certains disaient, et il y avait des textes ambigus au niveau des circulaires, cette liberté, elle est un principe général qui a été renforcé en plus par la charte du patient à l'hôpital, donc oui, ils ont le droit de refuser. La réponse de notre point de vue, de la laïcité, est évidemment non. Plus précisément, s'il y a un choix possible, si physiquement, à un moment donné, il y a une personne du même sexe, pas de raison de refuser, comme parfois quand on connaît un interne, un médecin, un chirurgien, on dit j'aurais bien être soigné, opéré, reçu par monsieur un tel, madame un tel. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Et notamment quand il y a l'urgence, alors on doit accepter le système du soin tel qu'il est proposé. Je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, il y en a encore, mais c'est pour vous illustrer à la fois qu'il y a des réponses possibles, à condition qu'on ait des idées claires, qu'elles soient simples à pratiquer, et que là aussi, l'image que nous avons est que ça n'a pas si mal que ça. Mais, ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a des pressions communautaristes beaucoup plus fortes qui se développent. C'est qu'il y a des formes de revendication en grande partie nouvelles et plus agressives, et qui posent en partie des questions nouvelles. À quoi s'ajoute un phénomène qui, je m'en rends compte, en me déplaçant, en écoutant les acteurs du terrain, est très présent sur le terrain, c'est la présence forte, parfois très forte, beaucoup plus forte aujourd'hui qu'hier, du foulard
sur la tête de femme dans l'espace dit public, dans la rue, dans l'espace que nous partageons. Ce qui provoque des réactions chez beaucoup de gens, en disant mais c'est pas notre culture. Et c'est une régression. Bourguiba, Atatürk, la femme s'était libérée en ayant droit au divorce et en n'ayant plus de foulard. Et c'est une forme de pression. Et donc, en toute bonne foi, beaucoup de nos concitoyens sont mal à l'aise par rapport à ça. Et même dans certains cas, à mon avis, il y a une espèce de fantasme qui peut être alimenté par certains partis politiques disant ça y est, on est envahi, c'est le cheval de Troie. Je crois que c'est profondément faux scientifiquement, que ce serait une grave erreur politique de le dire, mais ça pèse, consciemment ou inconsciemment, avec en plus la guerre d'Algérie, avec en plus les terroristes, Al-Qaïda ou les autres, avec en plus nos djihadistes fous. Tout ça, même si c'est pas la même chose, ça fait une continuité dans la tête des gens. Je dis ça comme un fait que je crois avéré et objectif. Donc on a à la fois des vraies réalités de pression communautariste, des vraies réalités de revendications nouvelles et difficiles, parfois agressives, et une toile de fond de gêne, d'inquiétude, de méfiance. J'ai même entendu un référent laïcité du ministère de l'Éducation nationale dire dans une réunion où on évoquait ces questions, nous et eux. Nous et eux. L'éducation nationale, un référent laïcité, la République laïque, nous et eux. Il ne s'en rendait même pas compte, c'était par ailleurs un homme sincère et bonne foi. Alors, quels sont ces problèmes nouveaux? En tout cas, qui sortent beaucoup plus fort. Il y a les questions de nourriture. Plus certainement, on n'a pas de statistiques il y a quelques années, de revendications de nourriture halal dans tous les lieux, les communes, les écoles, les entreprises ou cachées. Quelle est la réponse que nous faisons à l'Observatoire? Car encore une fois, notre travail est de trouver des réponses, soit dans les textes et la jurisprudence, il y en a, soit de proposer des solutions. Premièrement, nous disons, avec d'ailleurs le défenseur des droits, à qui la question avait été posée, aux communes en particulier, si on vous demande des repas halal ou kasher, vous êtes libre de dire non. Mais nous sommes allés plus loin, en disant nous conseillons de dire non, dans tous les cas de figure, quelles que soient les cantines. Parce que le repas est quelque chose qui se prend en commun. Parce que si on a halal, kasher et les autres, on a pour des raisons pratiques la table halal, la table kasher, la table des autres. Je sais qu'il y a des endroits où il y a la table des porcs et sans porcs, et après on fait le match de foot entre les porcs et les sans porcs. Ça peut conduire à des dérapages. La bonne solution qui est pratiquée dans un certain nombre d'endroits, y compris, je pense, dans cette commune de Poitiers, qui a été dégagée par la pratique, c'est de servir des repas avec du choix. C'est d'abord meilleur pour la santé, ce qui permet de répondre aux demandes des végétariens, et ce qui permet d'avoir des menus avec ou sans viande. Avec ou sans viande, pas la peine de dire de porc. On peut ne pas vouloir de viande sans que ce soit pour une raison religieuse. Et on trouve, de cette manière, une solution relativement satisfaisante. Deuxième question, qui s'est posée assez fort, les demandes de congés ou d'absence à des examens pour motifs religieux, essentiellement du côté de la religion juive et de la religion musulmane. Sur les musulmans, ça tourne bien sûr autour du ramadan. Moi j'ai assisté à un débat étonnant et assez touchant dans une réunion que j'avais entre des vieux musulmans qui étaient en France depuis longtemps et des jeunes qui étaient nés en France, eux étaient probablement des travailleurs immigrés. Et les vieux disaient, gênés à l'égard des jeunes, mais moi je me débrouillais pour le ramadan. Pourquoi est-ce que tu en fais toute une histoire? Donc il y a eu un changement culturel qui fait que là aussi ça contribue au fait que l'islam est plus dans l'espace visible, puisque avant on s'arrangeait plus, maintenant on en parle. Idem par parenthèse pour la visibilité de la religion juive. Moi je ne savais pas, ou presque jamais, dans mes camarades de classe qui étaient juifs ou pas. Je ne savais pas qui faisait le Shabbat ou pas. Maintenant on le fait, on le revendique et on discute de la bar mitzvah, ce qui moi ne me choque pas du tout. Mais il y a une visibilité plus grande, je dis que les phénomènes sont un peu différents mais comparables, dans la présence publique de la religion juive et la présence publique de la religion musulmane. Donc par rapport à ces congés, je réfléchissais, je pense qu'il y a des journalistes dans la salle. Oui, non? Oui, bon. Donc, je vais prendre des précautions, parce que je ne veux pas moi-même me porter dans l'offense. Un représentant de la religion juive, sur ce sujet, m'expliquait
que c'était quand même beaucoup plus compliqué pour les juifs que pour les musulmans, puisque les juifs de stricte obédience, ils ont beaucoup d'interdictions, y compris des problèmes d'examen. Et comme je trouvais qu'il poussait un peu loin, je lui ai dit, mais vous devriez vous convertir à la religion musulmane. Parce que je vous dis, c'est plus simple pour les musulmans. Cela dit, il y a des solutions. L'université en trouve, c'est pas toujours simple en termes d'organisation du travail. L'université en trouve et les entreprises ou les services publics en trouvent, qui obéissent à un principe simple que nous avons dégagé avec une de nos membres qui est maintenant devenue célèbre pour son travail sur la prévention de l'islam radical, qui est Dounia Bouzar, qui est probablement, à part ce travail-là extraordinaire qu'elle fait, qui est un peu aux marges de la laïcité, l'une des personnes de France qui connaissent le mieux pour avoir sa vie médiatrice ce qui se passe dans les conflits, les difficultés, dans les entreprises, dans les communes, dans les associations. Et c'est elle qui nous a aidés, avec d'autres, à dégager ce principe, qui finalement est assez simple, pas toujours facile à appliquer, mais qui donne un fil directeur, et qui curieusement n'est pas si différent que cela entre le service public et l'entreprise privée. Service public, vous le savez tous, je pense toutes, continuité du service public. Donc une demande individuelle doit s'apprécier au regard de savoir si elle est compatible ou pas avec la continuité du service public. Dans l'entreprise, elle doit faire son boulot, j'allais dire, produire des biens et des services. Une demande doit s'apprécier au regard du fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire de l'usine, c'est-à-dire du bureau, c'est-à-dire du service. Et on doit traiter ni mieux ni moins bien une demande d'aménagement du temps de travail pour faits religieux, pour croyances religieuses, pour fêtes religieuses, qu'une demande d'aménagement du temps de travail parce que non, un enfant malade, un problème particulier, ni plus ni moins. Est-ce que c'est possible au regard de la mission de service public? Est-ce que c'est possible au regard du travail d'entreprise? Si ce n'est pas possible, on est obligé de dire non, sauf à trouver des arrangements entre les personnes. Et si c'est possible, il est de bon sens de dire oui. Donc on a un guide avec ce genre de situation. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais qui permet d'y voir clair. Et je crois qu'une des choses les plus importantes que nous avons faites, qui naturellement n'a absolument pas intéressé la presse nationale, absolument pas. Nos guides, on a eu 3 lignes. Si par contre je voulais m'exprimer sur les batailles sur une crèche quelque part, ou un crucifix quelque part, là je pourrais faire tous les journaux de 20 heures. Mais pour parler des choses vraiment importantes, je ne dis pas que ce n'est pas important, on a du mal. Et pourtant, les acteurs de terrain nous disent c'est utile. Donc, ce qu'est la laïcité, l'état de la laïcité, il dépend aussi de ça, et j'ai voulu essayer de vous montrer sur ces quelques exemples qui avaient des problèmes nouveaux, des problèmes parfois difficiles, mais qui pouvaient se régler si on avait des règles qui étaient pour une part des règles de laïcité, tout simplement, de bon sens. Je précise au passage que dans les questions aussi qui sont plus récurrentes maintenant, c'est les questions d'horaires séparés dans les piscines, soit dans les piscines municipales, soit dans les piscines scolaires. Notre réponse est très nette, on doit dire non. On doit dire non. Il n'y a aucune raison qu'on dise oui. Voilà. Bon. On peut discuter de notre réponse, mais je vous dis, nous on essaie de donner des guides, des repères aux gens. Pas si simple que ça, mais voilà, on donne une ligne directrice pour aider les décideurs. Donc, ce qui nous fait dire que l'état de la laïcité donne des impressions contradictoires, mais que globalement quand même, il n'est pas aussi épouvantable ou en difficulté qu'on le saurait. J'ajoute que dans les sondages, comme on sait, ça peut varier, ça dépend des questions, ça dépend des moments, notamment sur ces questions d'ailleurs liées à l'appartenance à la France, à l'immigration. Il y a eu un sondage de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui date du mois d'octobre, pour la LICRA, à qui on a demandé, posé un certain nombre de questions aux personnes interrogées. La question c'est est-ce que vous êtes d'accord, vous adhérez au principe de la République et de la laïcité? Oui, 91%. Est-ce que vous vous sentez d'abord appartenant à la France ou à une communauté, notamment religieuse? 1 sur 6 seulement d'abord à une communauté religieuse. Et dans les 1 sur 6, 3/4 de catholiques et 1/4 de musulmans. Je ne prends pas ça complètement pour argent comptant, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Et moi, ce que je constate, encore une fois, dans les réunions toutes les semaines, c'est que des gens, y compris religieux, quelle que soit la religion, des femmes, y compris musulmanes avec un foulard, quand on discute avec elles, je constate qu'elles sont elles aussi laïques. Et moi, j'interprète les slogans de la marche républicaine, formidable, du 12 janvier, je les interprète comme un signe de laïcité. Quand on dit « je suis Charlie »,« je suis juif »,« je suis athée »,« je suis musulman »,« je suis policier »,« je suis français », c'est ça la laïcité. Donc je pense qu'on a là-dessus de quoi espérer et de quoi s'appuyer. Je termine, parce qu'il faut laisser le temps au débat, comme on me le rappelle, en disant juste 3 choses très courtes sur ce qu'est la laïcité, j'arrête.
Premièrement, on ne doit jamais l'oublier, on doit le répéter de manière incessante, parce que c'est vrai, parce que c'est un combat historique, la laïcité est une liberté. Même si elle est produite avec des interdits de temps en temps. La liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté de changer de religion. Deuxièmement, la laïcité, c'est la séparation des églises et d'État, c'est-à-dire l'indépendance absolue de l'État, et dans l'État du service public, et en particulier de l'école, par rapport aux religions. Et troisièmement, la laïcité, c'est pas simplement, comme je le disais dans le titre de ma conférence, enfin pas directement un pilier du vivre ensemble au sens où on est différents, on coexiste, on a des cultures différentes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est la spécificité de la France. La laïcité, c'est notre identité principale. On a des identités multiples, géographiques, historiques, culturelles, religieuses. Et ce qui fait notre identité, et donc ce qui fait la France et la République, c'est que nous sommes des citoyens, au-delà de nos différences, en intégrant nos différences, à égalité de droits et de devoirs. Voilà ce que je voulais vous faire partager. Pardon si j'ai été un peu long.